Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur Dr. Fate Channel et en même temps sur Dr. Fate Platform et je suis Dr. Fate. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo en français ni en anglais non plus et ceci parce que j'ai un grand public arabophone qui parle arabe et je me suis dit pourquoi ne pas me concentrer uniquement sur les vidéos en langue arabe pour donner conseils et informations aux gens qui en ont besoin d'ailleurs et les gens ils en ont besoin. Surtout avec l'émergence de maladies après la crise de 2019, les maladies auto-immunes, les maladies cardiovasculaires, les cancers, les problèmes des hormones chez la femme et chez l'homme. On a un problème aussi du type digestif, la bactérie de l'estomac, l'hélicobacter pylori, le côlon. On a beaucoup de problèmes même avec le manque de certains éléments comme la vitamine B12, la vitamine D et aussi donc le magnésium, le fer, le calcium. Maintenant, on a un problème aussi de zinc qui s'ajoute. Je me suis dit, pourquoi ne pas me concentrer uniquement sur ces vidéos en langue arabe pour donner bons conseils, parce que vous savez bien que ça me demande quand même, ça m'accapare beaucoup de temps, faire 3 vidéos par jour, en français, en anglais et en arabe, quand même, c'est trop. Je me suis dit, pourquoi ne pas, disons, économiser mon énergie et la dissiper dans, disons, les conseils et les informations en arabe. Et sur les deux thèmes que je traite d'ailleurs, le premier thème, c'est un thème qui concerne l'alimentation, nutrition et santé. Et le deuxième thème, c'est un thème d'ailleurs d'ordre général, la philosophie, la religion, la littérature et tout ça. Donc en langue arabe, je n'ai jamais donc traité donc ce deuxième thème en français ni en anglais non plus. Quelques vidéos, donc quelques vidéos pour expliquer aux gens, ils ont un peu l'islam parce qu'il y a une mauvaise conception de l'islam, une très mauvaise conception de l'islam, d'ailleurs dans le monde occidental. Pourquoi? Parce que les gens qui ont migré vers l'Europe et l'Amérique, c'est pas des gens spécialisés, c'est pas des gens qui ont étudié des sciences. Donc, c'est des gens qui ont un petit niveau et surtout les gens qui ont mémorisé le Coran et rien que le Coran. Et voilà, et se sont allés là-bas d'ailleurs pour, disons, éduqués et à faire montrer un faux islam, c'est pas le bon islam. Et maintenant, ces 20 dernières années, c'est l'islam des intégristes, c'est les islamistes maintenant qui s'occupent. Et voilà le problème, donc l'islam, il se perd. En Europe et en Amérique, l'islam se perd. Les gens ne savent même pas ce que ça veut dire. Alors que l'islam, c'est une très bonne religion, elle est simple, et c'est une religion, disons, acceptable quand même, qu'on accepte facilement. D'ailleurs, il ne vous oblige à rien. L'islam ne vous oblige pas du tout. Maintenant, je vais donc refaire des vidéos en français. Je vais revenir quand même à l'ancienne méthode, des vidéos en français, quelques vidéos en anglais, pourquoi pas. Peut-être des lives en direct, c'est mieux, en français et en anglais, et puis les vidéos en arabe, bien sûr, ils vont continuer. Il y a une deuxième chaîne qui s'appelle Dr. Fate Platform. C'est une chaîne que j'ai conçue uniquement donc pour la langue française, mais les vidéos seront publiées sur les deux chaînes, en français et en anglais seront publiées sur les deux chaînes, sur Dr. Fate Channel et sur Dr. Fate Platform en même temps. Alors, il y a beaucoup d'amis, avec eux et sans eux, là, qui me demandent donc de faire des vidéos en français, pour donner conseils aux gens. Et les gens, ils en ont besoin d'ailleurs. Ils ont besoin de ces conseils, surtout maintenant avec le style de vie, avec le mode de vie maintenant qui change beaucoup. Est-ce que les gens maintenant, ils savent bien ce qu'ils bouffent, ce qu'ils mangent? Pas du tout. Même les diplômés, même les intellectuels, ils ne savent pas ce qu'ils mangent. Pourquoi? Parce que c'est du secret industriel et c'est du secret de production. Le producteur donc de la viande de volaille, il va pas vous dire qu'est-ce qu'il a utilisé pour élever donc la volaille, pour produire la viande. Les producteurs des œufs, la même chose, il va pas vous dire comment les œufs sont produits. Et les autres produits comme les produits carnés, les produits de charcuterie, que ce soit à base de porc ou à base d'autres viandes, ils vont pas vous dire qu'est-ce qu'ils ont mis donc dans cette saleté, ils vont pas vous le dire. Et le consommateur a le droit à l'information, c'est son droit. Donc les gens qui produisent tous les produits industrialisés, tous les produits donc qui passent par un procédé industriel, bon le chocolat, les fromages, les boissons gazeuses, les biscuits, les gâteaux, les trucs comme ça, bon même les sauces d'assaisonnement, il y a beaucoup de choses
Là, on vous dit rien, c'est des secrets industriels. On va pas vous dire comment on a fabriqué une limonade. N'attendez pas, donc l'industriel va vous écrire tout sur l'étiquette. Ils n'écrivent pas tout. Hein. Bon. Ou bien ils utilisent quand même un vocabulaire là qui se comprend mal par le consommateur. Hein, quand on vous dit un aromatisant naturel. Qu'est-ce que c'est que cet aromatisant naturel? Bon, on sait bien que c'est des produits qui sont d'imitation, c'est des produits chimiques hein, qu'on appelle des produits d'imitation, ben, rien de naturel. Quand vous achetez par exemple un yaourt où c'est dessiné la vanille est dessinée sur le pot du yaourt, mais c'est pas de la vanille quand même, c'est de la vanilline. Bon, c'est une imitation donc de cet arôme-là de la vanille. Ou même quand vous voyez dessiner une fraise donc sur donc les pots de yaourt, bon si vous trouvez les fraises entières, oui c'est bon, hein. Il y a des industriels qui utilisent quand même des confitures de fruits dans les pots de yaourt, oui, mais souvent on ne trouve pas ça. Hein. Là, et puis quand vous buvez une boisson gazeuse, bon, une limonade, bon, il a la couleur de l'orange, il a le goût de l'orange, mais ça n'a rien à voir avec l'orange, oui. C'est uniquement la couleur imitée et c'est un goût imité. Oui, c'est chimique. C'est purement chimique, bien sûr, là. Et puis, le goût sucré, les produits sucrés, on ajoute le sucre. Est-ce qu'on a sucré avec du sucre blanc de la cuisine que vous utilisez dans votre thé, dans votre café, même dans votre confiture et vos gâteaux, hein? Est-ce qu'on a utilisé ce sucre-là blanc de la cuisine qui est extrait de la canne et de la betterave d'ailleurs. Bon, il est raffiné, mais l'extrait de la betterave et de la canne, bon, c'est un produit qui existe dans la nature. Est-ce que c'est sucré par le saccharose, par le sucre blanc, ou est-ce que c'est sucré par les édulcorants, d'ailleurs qui coûtent moins cher et qui existent tout le temps, comme l'azosulfate de potassium, comme l'aspartame, comme le cyclamate, la tomatine, ben, il y a même la saccharine, hein, l'aspartame maintenant et l'azosulfate de potassium, mais c'est très utilisé. Mais aussi le cyclamate et la tomatine. Hein, on les utilise, attention. Hein. Sucralose, bon, il y a beaucoup d'édulcorants qui sont utilisés, mais c'est des produits chimiques. L'aspartame, c'est pas un produit de la nature, hein, et le corps ne connaît pas l'aspartame. Votre corps ne connaît pas, il ne reconnaît pas l'aspartame. Ben, il entre et il ressort, mais attention, quand il se dégrade, c'est grave, parce que ça donne du méthanol. Et le méthanol, ça solubilise la myéline et vous aurez des problèmes donc des systèmes nerveux, une sclérose en plaques, un Parkinson, un Alzheimer. Enfin, de toute façon, un problème qui se rapporte donc à vos neurones, donc au système nerveux. Bon, ça, c'est, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, vous savez, mais nous, on donne conseil aux gens, on essaie quand même de faire passer le message d'une manière un peu douce, pas agressive. Notre but, c'est pas de quand même, enfin, de nuire à ces industriels, pas du tout. Non, nous ne sommes pas contre l'industrie, mais tout simplement, il faut que le consommateur sache quand même ce qu'il y a dedans. C'est son droit, c'est tout. Hein. Nous, moi, j'ai une association de protection de consommateurs. Et d'ailleurs, on n'a jamais eu de problème avec les industriels. Quand on les avise, hein, quand on leur demande que, attention, vous mettez des choses quand même à des concentrations élevées et ça ne doit pas quand même se combiner avec 3 ou 4 choses, bon, utiliser au moins une chose, vous voyez. Là, on trouve des industriels quand même qui nous écoutent, bon, et on essaie quand même de régler le problème à l'amiable. Plus souvent, bon, tous les problèmes que nous avons traités jusqu'à présent, c'était des problèmes qui ont été d'ailleurs, bon, résolus d'une manière amicale et à l'amiable. Mais c'est pas ça. Normalement, c'est pas ça. Donc, si un industriel quand même abuse d'une substance ou abuse de quelque chose qui est contre la loi, il faut le punir. Ah, il faut pas et là, on est intransigeant là-dedans. Parce que attention, hein, c'est des gens. Et on ne veut pas avoir quand même des cas quand même de mortalité à cause de ça. Et il y a des cas de cancer, des cas de beaucoup de problèmes comme les allergies et tout ça qui sont dus à ces additifs industriels. Quand on abuse, oui, bien sûr, mais il faut pas que le consommateur aussi abuse. Bon, le consommateur, l'industriel vous indique la concentration, disons, autorisée par la loi, par la réglementation, pas la loi, hein, on dit réglementation, on dit pas loi. Et cette concentration, on va vous écrire que c'est autorisé à 0,025% pour certains colorants, pour certains conservateurs, oui. Non, mais oui, ça, pour l'industriel, oui, ça passe du point de vue réglementation, il n'y a pas de problème. Mais pour le consommateur, ça passe pas. Pourquoi? Parce que si le consommateur donc est amené à consommer 5 ou 6 produits industriels par jour, cette concentration autorisée par la réglementation, elle sera multipliée par 7.
Et à ce moment-là, on aura des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on va trouver les colorants qui sont utilisés pratiquement dans la quasi-totalité des produits alimentaires, surtout les produits liquides, les bonbons, vous voyez, même les glaces et tout ça, vous trouvez des colorants partout. Les conservateurs antifongiques, disons, comme les sorbates, les benzoates, et les galates, tout ça, on les trouve d'ailleurs pratiquement dans tous les produits. Les produits sucrés contre la fermentation et dans les produits secs contre les champignons, contre les moisissures. Et, vous voyez, ils sont utilisés dans tous les produits, ils contiennent tous les additifs. Tous les produits alimentaires contiennent tous les additifs. Finalement, ben, l'industriel, c'est bon d'indiquer, par exemple, un colorant dans une boisson gazeuse autorisée à 0,25, mais on utilise souvent, on utilise 3 colorants dans une boisson gazeuse. Pas un colorant, on utilise 3 colorants. Et quand le consommateur, d'ailleurs, consomme 5 produits ou 7 produits qui contiennent le même colorant, il va se retrouver avec une concentration qui dépasse la concentration létale. Et franchement, parce que nous, on a assisté à des cas, on a des études, et on a regardé un peu le consommateur marocain, surtout le mois de Ramadan, parce que le mois de Ramadan, les gens consomment beaucoup et consomment tout. Et on a profité de ce Ramadan, d'ailleurs, pour faire une étude, pour voir qu'est-ce que les Marocains consomment, ils consomment tout. Bon. Et les produits qui sont préparés à la maison et les produits, donc, achetés, donc, disons, du marché, et c'est des produits qui sont, des produits industriels, c'est des produits manufacturés, des produits emballés. Et les matériaux d'emballage aussi, vous ne trouvez que le plastique et l'aluminium, il n'y a que 2, il n'y en a pas 5. Ensuite, vous savez que les industriels, ils utilisent quand même un procédé trop fort pour la cuisson, pour la stérilisation, hein, c'est un 121 degrés, 121,1 degrés C pour la stérilisation. Et c'est une température quand même excessive, donc pour certains ingrédients, pour certains composés donc nutritionnels, comme les vitamines, tout ça, bah, ça dégrade. Et ça permet aussi la formation de composés, hein, des composés chimiques qui réagissent avec eux, et ça permet aussi la formation de certains composés chimiques à une concentration élevée, comme les acrylamides. L'acrylamide, c'est une substance, c'est un composé chimique qui se forme lorsque vous faites cuire un aliment, lorsque vous chauffez un aliment à une température supérieure dans un milieu gras. Bon, je vous donne un exemple là pour vous faciliter quand même. Vous allez comprendre là. Lorsque vous préparez votre friture, hein, c'est les pommes de terre où il y a l'amidon, ben vous faites la friture dans une huile chauffée à 250. Il y a même des friteuses qui vont jusqu'à 280 et 300 degrés C. Quand on chauffe l'amidon dans un milieu gras, dans l'huile à 250, il se forme de l'acrylamide. Plus vous chauffez, plus vous en avez. Donc la concentration augmente avec le temps de chauffage. Ce qu'on appelle le temps de séjour, le temps d'exposition de l'aliment donc au chauffage. Et vous savez, ces choses, ça sort quand même du contrôle. Bon, on va pas contrôler quand même les restaurants, les petits bistrots comme les snacks et tout ça, qui donnent des sandwichs, qui font quand même des repas rapides pour les gens. Il y a toujours de la friture, il y a toujours des frites, donc de la pomme de terre, il y a toujours des frites. Et on ne va pas quand même contrôler ces frites. Est-ce qu'il y a trop d'acrylamide ou pas? Mais nous avons une moyenne. Et on ne peut pas interdire ça. La réglementation ne peut pas interdire. Pourquoi? Parce que c'est une façon de cuisson. C'est le mode de cuisson qui, même à la maison, il y a des ménagères qui préparent ça, bon, qui chauffent donc la pomme de terre à 250 parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin, la quasi-totalité des gens maintenant, ils ont une friteuse quand même. C'est parmi les ustensiles de cuisine. Voilà. Ils ont une friteuse et une friteuse électrique. Là, quand vous la branchez, vous faites paf, donc ça monte jusqu'à 250 degrés. Donc c'est pas de l'eau, l'eau ne dépasse pas 100 degrés, mais une huile, elle peut aller jusqu'à 300 sans aucun problème. La température d'ébullition d'une huile, elle dépasse de loin de 250 degrés C. Et voyez, donc les modes de cuisson dans l'industrie, c'est une grande cuisine, hein, c'est des grandes gamelles, c'est tout. Hein. Et on utilise d'abord une température excessive, c'est 121,1 degrés C, et on utilise des huiles, parce que, disons, la cuisson, il se fait avec des huiles. Bon, et les gâteaux, ils se préparent avec une matière grasse. Bon, les saucissons, ils se préparent avec une matière grasse. Bon, même, il y a beaucoup de produits maintenant qu'on fait préparer
dans l'huile ou qu'on fait imbiber par de l'huile ou on ajoute de l'huile. L'huile ajoutée, c'est une huile industrielle, c'est une huile raffinée, elle contient les acides gras en trans. Et les industriels, ils utilisent les huiles, et ils utilisent aussi donc les sucres, les édulcorants. Et ils utilisent aussi souvent la farine extraite, c'est la farine blanche pour certains types de gâteaux, pour certaines préparations, c'est surtout la farine blanche. C'est une farine extraite où il n'y a rien, bon, ou la farine blanchie, pire encore. Ça peut être blanchi par du chlore ou par les bromures. Bon, maintenant, je pense que le bromure de potassium est interdit, mais on continue à faire le bleaching, le blanchiment, par le chlore, par d'autres produits chimiques. Est-ce que, disons, quand vous achetez une farine, est-ce que vous connaissez l'historique de cette farine? Non. C'est un blé local, que ce soit en France, en Allemagne ou au Canada, je ne sais pas où. Mais pour nous, c'est une blé importé, c'est une blé qui a été stocké 7 ans, 8 ans dans le pays exportateur. Hein. C'est l'Ukraine, la Russie, c'est l'Inde, c'est aussi le Brésil, c'est le Canada, les États-Unis, la France et tout ça. Bon, les pays qui exportent le blé, ils n'exportent pas donc la production de l'année, la production fraîche, mais ils exportent quand même le stock de 7 ans. Les Américains, les Canadiens et tout ça, même les Ukrainiens et même les Russes, là, ils exportent quand même la marchandise de 6 ans, 7 ans. Et ils gardent donc la marchandise nouvelle, donc ce qu'ils récoltent l'année. Quand on importe un blé en 2025, ce n'est pas la récolte de 2025, c'est la récolte de 2017 et 2018, mais même 2015. Le maïs, le blé, même ça, c'est valable aussi pour le riz, pour les légumineuses, les haricots, les lentilles, tout ça, les pois chiches, la fève, le soja et tout ça, c'est un peu la même chose. Mais quand il est stocké dans ces pays, il est stocké sous des conditions quand même. Hein. Bon, il faut empêcher la croissance des moisissures, il faut aussi les manifestations, les infestations par les insectes. Et souvent, c'est un pH 3, ça s'appelle comme ça, pH 3, la phosphine. Et c'est un produit, c'est un gaz très dangereux, la phosphine. Est-ce que le blé va garder quand même une concentration résiduelle? Oui. Mais est-ce que le blé importé, il est lavé avant la mouture, avant donc la minoterie? Pas souvent. Moi, je dis non. Hein. Les pays européens ont un blé local. Bon, c'est souvent leur blé, ils n'importent pas. Mais non, on importe le blé, le maïs, on importe actuellement tout. Hein. Bon, on n'a rien. Et là, c'est des choses qui ont été stockées sous des conditions quand même que vous ne connaissez pas, et puis sont transportées aussi dans des conditions que vous ne connaissez pas. Les pommes qui sont transportées d'un pays à l'autre lorsque le transport maritime dure 1 mois et 1 mois et demi, 2 mois, ben, ces pommes ne vont pas arriver donc au port d'arrivée. Hein. Il faut les conserver par des gaz contre les moisissures et contre les micro-organismes, contre les altérations. Ben, sinon, vous n'aurez pas vos fruits, ils vont se ramollir et il y aura des moisissures qui poussent là-dessus et tout ça. Et déjà, comment ces fruits ou ces légumes sont produits, comment les fruits sont produits, hein, que vous importez, les bananes, les pommes, les poires, bon, la mangue et tout ça que vous importez d'autres pays, comment ça a été produit, les pesticides, les trucs comme ça, et puis quand ils sont transportés quand même sous des gaz et sous des produits chimiques hein, contre l'altération. Quand ils arrivent dans le pays de destination, ils seront aussi stockés dans des entrepôts frigorifiques. Et ces entrepôts, il y a la même chose, il y a des gaz, il y a des conservateurs là, qui sont stockés sous conservateurs. Et ça, c'est des choses que vous ne connaissez pas. Hein. Quand vous achetez des pommes, c'est tout. Hein. Vous ne connaissez pas l'historique donc de l'aliment. Et la même chose pour, disons, les grands restos. Vous voyez, les grands restos, il se pourrait bien que ces restos-là, ils ont de très bons repas. Vous payez cher, c'est des repas chers, c'est des repas chics. Mais ils cuisinent avec l'huile de table et avec l'huile de table la moins chère. Parfois, c'est des marguerites, parfois, c'est des seins d'eau ou même des suives donc de porc. Est-ce que ce repas a été préparé extemporanément ou ça a été préparé la veille et puis il a séjourné dans le frigo donc jusqu'au lendemain ou les aliments préparés, les plats préparés quand ils ne sont pas servis,
sont pas vendus, donc ils vont être rejetés, vont être jetés dans la poubelle, non, ils vont être récupérés et sont mis donc au froid, au lendemain, pour le lendemain. Il y a beaucoup de choses que le consommateur ne connaît pas. Vous voyez, les gens ils vont dans un resto, ils commandent des choses, ils mangent, et surtout, ils ne savent pas qui a fait la cuisine, est-ce qu'il a les mains propres, est-ce qu'il n'a pas de cheveux, il n'a pas des ongles, est-ce que l'endroit est bien, est-ce qu'il n'a pas utilisé donc des produits de bas gamme, les produits les moins chers, comme les huiles, pour la plupart donc, des restos ils travaillent avec des huiles moins chères, est-ce que cette huile n'a pas été quand même recyclée, comme l'huile de la friture, on l'utilise pour la cuisson, bon, donc des pot-de-feu. C'est des choses que le consommateur ne connaît pas, malheureusement. Nous, on essaie quand même de donner ces informations d'abord. Avant de donner quelques solutions pour cette maladie, solutions naturelles, c'est une combinaison, c'est une préparation à base de plantes, à base même des aliments, à base d'ingrédients ou de compléments alimentaires. Il faut d'abord que le consommateur connaisse un peu, il faut qu'il sache comment les aliments ils sont produits et comment ils parviennent, ces aliments, comment ils arrivent sur le marché. Donc vous allez faire vos courses là dans un marché, dans un supermarché ou même dans les fermes, même à la ferme. Là, les gens ils nous demanderaient, ils achètent ici tout. En Europe, on irradie actuellement, c'est l'irradiation de la pomme de terre et des oignons contre, disons, le bourgeonnement, parce que ça pousse, l'oignon, ça pousse. Ouais, ils sont ionisés, c'est l'ionisation, l'irradiation, ionisation, mais on ionise contre le bourgeonnement, surtout les pommes de terre, même la betterave à sucre, c'est aussi ionisé oui, parce que ça attend quand même la betterave. Et beaucoup de choses. Bon, quand vous achetez un lait, bon, même si vous achetez votre lait dans une ferme, vous allez dire, bon, ce producteur, il est bien, je vais acheter le lait cru et je vais l'emmener à ma... Oui, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne pratique, comme ça, au moins, et vous n'aurez pas de soucis. Vous avez acheté un lait cru de vache. Oui, mais qu'est-ce que la vache a mangé? Parce que tout ce que la vache mange, il va se retrouver dans le lait. Nous, lorsqu'on a fait des études, donc spécialisation produits carnés, enfin produits d'origine animale, lait et viande, là, la première chose qu'on a étudié, le premier chapitre, c'est l'alimentation de l'animal. C'est le plan d'alimentation de l'animal, que ce soit pour l'engraissement, pour la viande, que ce soit pour le lait. Et la même chose pour la volaille et l'œuf. Est-ce que c'est un poulet de chair ou est-ce que c'est une pondeuse? C'est la production des œufs. Qu'est-ce que l'animal a mangé? Bon, vous achetez des œufs à la ferme, oui, mais et alors, vous les achetez à la ferme, bon, c'est la même chose que supermarché, il n'y a aucune différence. Mais comment, disons, cet œuf, il est quoi? Comment il est produit? Et vous devez connaître quand même les secrets de production aussi, les techniques de production. Maintenant, avec la sophistication de ces techniques, bon, vous voyez, avec la recherche, avec les organismes modifiés génétiquement et avec même de nouveaux pesticides et de nouveaux produits donc chimiques qu'on utilise pour la production, pour accélérer la production ici, une production de tonnage, une production de quantité. Vous aurez de grosses unités quand même. Vous aurez une pastèque qui pèse 26 kg et 30 kg. Vous aurez un oignon qui pèse un demi-kilo, une pomme de terre qui pèse 200 grammes et tout ça. Donc ça, c'est des produits qu'on envoie par l'irrigation, par l'eau d'irrigation goutte à goutte. Et c'est des produits même qu'on saupoudre donc sur les plantes. C'est des acides aminés, c'est des produits là, la plante va le prendre directement, on va prendre directement les acides aminés, donc par les feuilles, par les racines. Et des techniques maintenant qui se compliquent trop, croyez-moi. C'est des techniques qui se compliquent, c'est bien, c'est chouette de voir quand même un automatisme aussi dans ces techniques, une irrigation automatique bien régulée, on a les cultures, on n'a pas d'herbes, disons, les herbes nuisibles, disons, les mauvaises herbes. On n'a pas de maladies les maladies donc de plantes, comme les champignons. On n'a aucun problème, on n'a pas les insectes là qui vont bouffer donc les feuilles et tout ça.
Et c'est bien de voir ça, hein, c'est chouette, oui, c'est bon, mais à quel prix? À quel prix on a utilisé donc des produits chimiques là? Bon, mieux un verre dans une pomme que les produits que les pesticides. Il y a des gens qui n'aiment pas les verres dans les pommes, oui, mais euh, c'est vrai, c'est dégueulasse de voir quand même un verre dans une pomme, mais si, disons, vous connaissez le danger donc des pesticides, là, vous saurez autre chose. Vous allez changer votre avis, c'est sûr. Vous allez changer d'avis. Donc, c'est les conseils, c'est des informations qu'on donne aux gens. C'est d'abord, il faut que le consommateur donc soit plus conscient et soit plus vigilant aussi en même temps. Hein. Il faut quand même qu'il soit plus exigeant. Voilà, c'est très important. Là, et en même temps, là, il faut qu'il connaisse, que le consommateur connaisse ce qu'il mange d'abord. Et puis après vient la solution. On donne aussi des solutions, c'est les plantes médicinales, certaines combinaisons, d'ailleurs on supprime certains aliments pour certaines maladies cardiovasculaires. Les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires, les produits d'origine animale, c'est interdit. Le médecin ne peut pas l'interdire. Hein. Aucun médecin dans le monde ne peut interdire la viande aux gens. C'est comme ça, c'est sacré. La viande pour les médecins, c'est sacré. Alors que nous, on supprime les produits d'origine animale pour les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires. Parce que les protéines, ça existe dans les céréales et dans les légumineuses, ça existe dans les amandes, ça existe dans beaucoup de choses, les protéines. On n'a pas de problème de protéines maintenant. Mais le cholestérol et le gras saturé, ils n'existent pas dans le monde végétal. Ils n'existent pas dans le poisson. Et à la place des viandes, on laisse le poisson. Et voilà, on a un régime équilibré, un régime très bien. D'autant plus que le poisson, il est mieux que la viande. Il a l'oméga 3 en plus, et il a la vitamine D, il a la vitamine B12, et il a le sélénium, donc le poisson. Et il a une teneur en protéines, et les protéines, c'est plus digestible et c'est plus facile à digérer. Il y a moins de collagène. Il y a moins de collagène dans le poisson. Donc, c'est des informations, il faut que les gens comprennent d'abord ce mode de vie avant qu'ils aient cherché la solution, le remède, disons, le traitement naturel. Qu'il faut qu'ils connaissent d'abord qu'est-ce qu'ils doivent faire. Parce que si votre maladie est due à ce que vous mangez et que vous cherchez une solution naturelle alors que vous continuez à manger ce que vous avez l'habitude de manger et ce qui a causé votre maladie, donc vous n'avez pas de résultat. Il faut arrêter d'abord les causes des maladies. Ça, c'est, disons, le protocole FAID. Hein. Arrêter d'abord les causes de la maladie et tout devient facile. Le traitement devient très facile. Parce que vous allez permettre à votre corps de se remettre d'abord. Donc l'immunité, donc il va augmenter. Et vous donnez, tout ce que vous donnez à votre corps, il va quand même donner résultat. Et nous, on donne des produits très forts. Ça existe dans la nature. Les solutions existent dans la nature. Il faut aller les chercher. Il faut les chercher avec connaissance, avec grande connaissance, avec la science. Hein. Pas uniquement comme ça, on tâtonne. On ne tâtonne pas dans ce domaine. On n'a pas le droit à l'erreur. Et les gens n'acceptent pas quand on leur demande d'arrêter la farine blanche, d'arrêter le blé, d'arrêter les huiles industrielles, d'arrêter les fast-foods et les produits qui sont tout faits, d'arrêter pour certaines maladies, on interdit le lait et les produits laitiers. On interdit les lactés, donc le lait et les dérivés, les produits laitiers. Même certains gâteaux là qu'on prépare avec la crème. Donc c'est interdit. Comme les maladies auto-immunes par exemple. Si vous avez une psoriasis, quand vous arrêtez le lait et les produits laitiers, là, votre psoriasis disparaît, hein, banalement et facilement. Mais les gens, ils n'y croient pas, ils n'adhèrent pas à ce protocole. Parce qu'ils n'y croient pas. Pour eux, non, les maladies auto-immunes n'ont pas de traitement. Pourquoi ils n'ont pas de traitement? Bon, ils n'ont pas de traitement dans la médecine moderne parce que votre médecin va vous dire qu'il n'y a pas de solution. Oui, il n'a pas de solution dans la science qu'il a étudiée, lui. Lui, il a étudié la médecine. Mais il y a des solutions dans la nature. Et il faut au moins que le médecin mentionne que cette maladie n'a pas de solution dans la médecine moderne pour laisser donc la chance aux patients d'aller chercher donc dans la nature. Voilà. Nous, on veut, quand même, il faut qu'il y ait une conscience aussi de la part des médecins. Il faut qu'il y ait une grande conscience parce que quand parfois on ne fait pas attention à ce langage
et qu'on utilise avec le malade, avec le patient. Il faut être très précis, il faut quand même répéter la phrase. Parce que le patient, vous voyez, il panique, vous voyez, il a peur, il panique, vous voyez. Mais attention, il écoute tout ce que vous lui dites, là, il va le faire. Donc, on va reprendre, et on va, parce que j'avais commencé avec un programme là qui s'appelle Connaître les aliments. Il faut connaître les aliments. Il n'y a pas de, ma langue française, les vidéos, c'est 1000 vues, bon, 1000 vues, 1200. Moi, ça m'intéresse pas, vous voyez, les vues, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que l'information arrive aux gens.